Bonjour à tous. Cela faisait un moment que j'étais tombée sur cette vidéo de Jeannot ce livre où elle parle de la recherche du temps perdu de Marcel Proust et que j'avais envie d'y répondre. Déjà pour ses approximations sur le livre, mais aussi pour deux raisons, qui sont qu'à aucun moment les raisons qui font qu'elle n'a pas aimé le livre, les raisons intrinsèques au livre et non pas au contexte de lecture, à la pression sociale ou à ce qu'elle appelle du conformisme. Seconde raison est que sous couvert d'un message feel good, elle livre finalement un relativisme assez inquiétant, qui est un peu ce que je trouve de préjudiciable dans les chroniques sur internet ou sur les réseaux sociaux, qui se ressent en plus dans la littérature, car on le voit dans les productions, j'utilise le terme haïtien, de certains auteurs. Bref, ce n'est pas pour te critiquer toi, Jeannot, ou ton avis, qui somme toute n'en est qu'un, mais ce qu'il représente. Et c'est pour ça qu'on va s'y mettre sans plus tarder. Lire un livre très long, ça peut être assez intimidant. Alors vu qu'on est confiné, on pourrait se dire c'est le moment parfait pour s'investir dans une telle lecture. Et pourquoi pas même dans le plus long roman jamais écrit. Déjà, je trouve qu'aborder Proust sous l'angle du livre le plus long écrit, ce n'est pas vraiment convaincant. Parce que les gens ont toujours aimé beaucoup lire. Déjà au 19e avec Zola, les feuilletons littéraires, ou même plus proche de nous avec Harry Potter, ou même, Blackwater, la nouvelle série dont tout le monde parle. Là, j'ai juste l'impression que tu parles de la recherche comme le livre le plus long pour ta miniature YouTube ou pour le challenge que ça représenterait. Parce que c'est pas un livre en fait qui doit forcément se lire d'une seule traite. Ça peut être un livre où on lit chaque partie sur plusieurs années. Et je pense que lire Proust pour une sorte de défi littéraire, même fait avec soi-même, c'est la meilleure manière de voir les pages s'allonger. Je pourrais donc pas vous cacher ma stupéfaction quand j'ai vu que j'avais commencé il y a plus de 5 mois. Et j'ai pas encore terminé, hein. Voilà, donc je vous souhaite que le confinement soit très très long, hein, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, parce que... Ah, c'est long. Et oui, c'est ce que je disais, ça prend du temps de lire Proust, et c'est pour ça qu'on le lit. C'est pas une lecture qui se dévore comme le dernier Young Adult avec tous les rebondissements addictifs, quoique ça reste encore à prouver. Une lecture qui se savoure, dirons-nous, pour exprimer le fait que c'est un livre qui se lit lentement, qu'on prend son temps, qu'on relit parfois des phrases, et que, aussi, parfois, on se perd. Mais ce n'est pas du temps perdu. Parce que l'expérience esthétique, elle est unique. Ou alors c'est avoir une drôle de conception de la littérature. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas grave que tu n'aies pas lu en 5 jours. C'est pas ce qu'on te demande ni à toi, ni à Proust. C'est-à-dire qu'en théorie, il faudrait à peu près 127 heures et 47 minutes pour venir à bout de ce mastodonte de la littérature française. Pareil, quand tu comptes les heures qu'il faudrait y passer, c'est encore une vision vachement productiviste de la littérature ou de la lecture. Parce que 127 heures, qu'est-ce que c'est comparé au temps passé sur Netflix ou sur YouTube ? Non, la question, le problème, c'est que tu n'as pas lu Proust pour les bonnes raisons. Ça peut sembler pédant comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne lit pas Proust pour cocher une case, ou pour vider sa palle. C'est pile à lire dans le jargon des chroniqueurs. Alors je vais pas pouvoir vous raconter toutes les folles anecdotes autour de ce livre parce que tout simplement il y en a trop, donc je vous mets en barre d'infos quelques petites histoires. Pareil, quand tu nous dis que tu vas pas parler des anecdotes, c'est encore prendre Proust ou la littérature en général par le mauvais côté. Il n'y a pas d'analyse quand on parle juste des anecdotes qui entourent une œuvre. Ça peut à la limite servir d'accroche à ta vidéo ou à ta chronique, mais c'est juste décoratif, accessoire. À la recherche du temps perdu, c'est une biographie plutôt fictive de la vie de Marcel Proust. On pourrait dire que ce livre, c'est avant tout un raisonnement sur l'intérêt de la vie. Le personnage principal va aussi se poser énormément de questions sur le temps, et également sur le fait d'apprécier son existence. On va donc suivre le personnage principal pendant son enfance, on va aussi aller avec lui à des salons mondains, il va nous raconter ses premières peines de cœur et tutti quanti. Je trouve ton résumé un peu réducteur. Parce que même si tu en parles un peu plus loin, ici, à aucun moment tu ne mentionnes la réflexion sur l'écriture ou la réflexion sur la mémoire, et qui sont quand même deux des thèmes principaux du livre. C'est vraiment comment le narrateur va devenir écrivain. Tu réduis les relations qu'il a avec les femmes comme des peines de cœur, sans aucun moment parler, par exemple, des intermittences du cœur, qui est quand même, encore une fois, quelque chose d'important dans la littérature de Proust. Donc parler de Proust sans parler de ces choses qui sont importantes, ça me semble quand même... lacunaire. Alors c'est vrai que c'est un roman plutôt inclassable, mais en tout cas on peut reconnaître sa valeur historique et aussi documentaire, hein. Ça c'est clair et net. Encore une fois, je suis désolée, mais ça ne veut rien dire. Tu peux dire ça de n'importe quel livre, en fait. Parce que chaque livre va documenter son époque, même quand il n'en parle pas directement. Donc quand tu dis ça, c'est une manière de dire quelque chose, de meubler un peu dans les côtés positifs du livre. Petit aparté, si ce qui vous intéresse c'est l'histoire de la Madeleine de Proust, pas besoin d'aller très loin. C'est très exactement ici, à la page 46 dans mon édition qu'on en parle. La Madeleine de Proust, c'est quelque chose qui est censé nous ramener en enfance. La Madeleine de Proust, faut préciser parce que non, ce n'est pas juste retourner en enfance.
La Madeleine de Proust, c'est ce qui va permettre de réfléchir sur la mémoire, avec la mémoire volontaire d'un côté, qui sera forcément faillible, puisqu'on se force à essayer de se rappeler et que c'est toujours dans ce cas-là qu'on n'y arrive pas parfaitement, et la mémoire involontaire, qui est celle causée par un sens, par un goût, par une odeur, par quelque chose donc d'extérieur, et là, en l'occurrence, c'est la Madeleine de Proust, et qui va permettre de restituer plus fidèlement le souvenir. Et le rôle de l'écrivain, ce sera de se servir de cette mémoire involontaire pour restituer le souvenir par l'écriture. Et c'est donc la révélation du narrateur à la fin du livre. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'œuvre circulaire pour la recherche, parce que la fin amène le début. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Bah, c'est bien écrit, hein, mais c'est long, quoi. Après, je me disais aussi que c'est peut-être un truc générationnel. Nous, on est plus l'habitude d'être dans, génération zapping, faut que ça aille vite, et là, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est vachement fataliste et déprimant ce que tu dis là. Non, je ne pense pas qu'à la recherche du temps perdu soit un livre générationnel. En revanche, c'est un livre pour lequel on peut s'aider de travaux et de recherches pour l'apprécier un peu plus. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix adorer Proust, mais ce que j'ai remarqué dans ta vidéo, c'est qu'à aucun moment tu n'expliques vraiment les raisons de ta désaffection. Je veux dire, c'est bien écrit mais c'est long, ça veut rien dire. Même si j'ai une petite idée. Et je pense que ton compagnon de cette lecture a été l'ennui, même si tu ne vas pas le citer de manière directe et que tu as plutôt parlé de livres contemplatifs. D'après lui, il faut vraiment garder son âme d'enfant, et si on la perd, essayer de la retrouver à tout prix, notamment, c'est un peu l'image de la Madeleine, qui va réussir à nous ramener à une forme d'innocence. Et d'après lui, c'est vraiment ce qu'arrivent à faire les artistes, et donc, lui aussi, c'est ce qu'il arrive à faire. Ouais, c'est quand même pas très modeste. Je comprends pas, je ne comprends pas en quoi il n'aurait pas réussi à traduire les impressions fugaces de son enfance, et je ne comprends surtout pas en quoi ça le rendrait immodeste d'annoncer ça. Je me suis pas non plus spécialement accrochée au personnage. Et ce serait bien, là, d'expliquer pourquoi tu n'as pas accroché au personnage. Je sais pas, moi, par exemple, le côté aristocratique, le fait qu'on est tout le temps dans une bulle, qu'il n'y a pas beaucoup de brassage des classes, à part le personnage de Françoise, et puis après, c'est explicable parce qu'on est en début de siècle. Bref, en tout cas, j'aimerais avoir quelque chose de plus consistant. J'aimerais voir ça, je pense que tes viewers aimeraient voir ça, parce que juste dire que t'as pas accroché, c'est pas assez précis. Et vraiment, j'ai l'impression que ce livre, c'est le genre de classique dont tout le monde parle, qu'il faut absolument avoir lu. Vraiment, c'est génial, ça influence des auteurs, des pères, tout ce que vous voulez. En vrai, y a pas tant de gens que ça qui l'ont lu. Ta critique est intéressante, parce que je pense que tu parles de la culture bourgeoise dominante, qui dit un peu, qui prêche le bon goût en disant ce qu'il faut lire, ce qu'il faut pas lire, sans forcément l'avoir lu elle-même. Que c'est quelque chose de décoratif un peu qui va bien dans la bibliothèque avec les moulures du salon. Cependant, est-ce que ce côté prescriptif ne peut pas amener des bonnes choses? Peut-être qu'amener les gens vers des œuvres inclassables, comme tu disais au départ, c'est aussi leur permettre de dépasser cette culture et de mieux la maîtriser que les prescripteurs finalement. En tout cas, ne pas rester circonscrit à sa classe, parce que finalement c'est ce que tu critiques, mais on a l'impression que ton message c'est ça, que les bourgeois devraient lire ça et les autres, les classes populaires devraient plutôt lire ça. Et donc d'après cette réflexion, moi ce que j'en comprends c'est que aimer Proust, il faut un certain background. Donc que finalement c'est une forme de distinction sociale. Et finalement c'est assez révélateur, hein. Pour avoir ces références et cette culture il faudrait être d'une certaine classe sociale, et que finalement toutes les classes sociales n'apprécient pas les mêmes choses. Ok, donc avoir un background littéraire c'est pas du tout la même chose que le background social ou financier. Parce que comme on l'a vu, les bourgeois vont peut-être avoir Proust dans leur bibliothèque, mais ne l'auront pas forcément lu. Ça fera partie de leur folklore, de leur décorum. Mais dans les faits, ceux qui lisent, ça sera plutôt la classe moyenne, plutôt éduquée, donc les profs par exemple. Et c'est pas vraiment élitiste, sauf s'ils étaient payés comme il se doit. Et finalement, c'est peut-être un peu utopiste de ma part, mais moi j'aimerais croire qu'un livre peut avoir plusieurs niveaux de lecture, et peu importe la culture de base entre guillemets qu'on a, on pourrait l'apprécier, et après en fonction de une autre culture qu'on peut avoir et d'autres références, on peut apprécier le livre autrement, mais que on devrait tous pouvoir l'apprécier. Elle devrait être accessible à tous, non? Ton message semble sympa comme ça, mais cela dépend de ce que tu entends par accessible à tous. Si c'est des phrases de 8 mots de Grimaldi, Lévy et tous les meilleurs vendeurs de bouquins, non merci. C'est un nivellement par le bas. Car le marketing va souvent privilégier la facilité, le conformisme, les recettes qui ont déjà marché. Cette accessibilité, c'est aussi ce qui tue la littérature. Et du coup, moi, cette lecture, elle m'a laissé un peu dubitative, quoi, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, tout le monde dit que c'est absolument génial, j'ai dû louper un truc. Donc je me suis mise à lire absolument tout et n'importe quoi sur Proust, sur sa vie, sur cette œuvre, et vraiment, j'avais le sentiment que je devais passer à côté, c'était sûr. Je comprends ce que tu dis,
Mais encore une fois, tu n'expliques pas vraiment les raisons pour lesquelles le livre t'a déplu. Tu parles de ton contexte de lecture, des autres avis, mais pas assez des choses qui t'auraient posé problème. Et comme je voyais que du positif partout, je me disais que moi aussi, il fallait que j'aime cette œuvre. Il y avait une forme je voulais en fait apprécier par imitation. Et ça, en fait, ça me rappelle une expérience du psychologue Solomon Asch sur le conformisme. C'est bien ta petite explication du conformisme, mais ça ressemble à une justification. Ça explique en rien les raisons de ta dubitativité. Lorsque notre cher Marcel a voulu publier À la recherche du temps perdu, il est d'abord allé chez Gallimard, mais il s'est fait refouler. Alors il a ensuite tenté sa chance chez Grasset, cette fois à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est lui qui a payé pour que son livre puisse être publié. Et à partir de là, il a même payé des critiques pour dire du bien de son livre, et après ça, petit à petit, son livre a été remarqué, les gens l'ont apprécié. Du coup, à la base, c'est ça, c'est un groupe de personnes qui a été influencé pour dire du bien de quelque chose, et après, ce petit groupe a influencé petit à petit d'autres personnes. Et finalement, c'est une sorte de cercle vertueux pour Proust, mais moi, ça me fait forcément me poser la question, est-ce que si à la base il avait pas payé ses critiques pour dire du bien de son livre, est-ce qu'on en parlerait autant? Ou est-ce qu'on en parlerait tout court même? Et oui, on en parlerait toujours autant. Et réduire Proust au contexte de sa publication, contexte parcellaire de Wikipédia en plus, c'est vachement réducteur. L'œuvre de Proust, c'est une cathédrale, c'est une analyse ciselée de l'intériorité, des relations humaines, c'est un cap, c'est une péninsule. Des auteurs qui ont été refusés avant d'être édités, c'est la loi plus que l'exception. L'utiliser pour prouver un prétendu surcotage, c'est juste malhonnête. Enfin bon, petite morale de la vidéo, lisez ce que vous avez envie, s'il y a des livres que vous aimez, n'hésitez pas à les partager avec vos proches, mais si ils ont pas envie de les lire ou qu'au contraire ils les aiment pas, c'est pas bien grave, chacun son truc. Voilà, j'espère que tu m'en tiendras pas rigueur. Mais je trouvais que ta chronique soulignait bien le relativisme qu'on retrouve sur les réseaux sociaux à propos de littérature. Relativisme qui semble feel good comme ça, mais qui est en fait vachement ambivalent. Sous couvert d'accepter tout le monde tel qu'il est, il enferme les gens dans leurs cases, ne les aide pas à aller vers d'autres horizons, les pousse à se complaire dans la facilité, à affectionner des formes toujours plus simples. Et ça va dans le sens de l'économie de l'attention. Le fait que les réseaux, les plateformes nous happent avec des notifications, des whiz, des flashs, pour un plaisir sans prise de tête, qui est égal à un plaisir qui n'entrera pas en contradiction avec la domination. Chacun reste à sa place, et les cochons seront bien gardés. Lire la recherche, pour moi, c'est un des remèdes à ça.